1997. Déjà 20 ans. Lorsqu'en 1985, j'ai fait la connaissance de Francine, Sébastien n'avait que 8 ans. Sans trop y réfléchir, il me semble qu'il y a de cela 3 ou 4 ans, guère plus. Pourtant, 12 années s'étaient écoulées depuis. Le petit louveteau de 1987 était désormais devenu un jeune homme. Le 3 avril 1997, Sébastien fêtait ses 20 ans. Déjà 20 ans. De belle apparence et le sourire facile, il avait toujours du succès auprès des filles. Sa dernière conquête se nommait Mélanie, à la fois très douce et en même temps très jolie. Mélanie habitait à la fois proche de chez nous, 3 ou 4 minutes à vol d'oiseau, mais un bon 20 à 30 minutes à pied, nos 2 domiciles étant séparés par la rivière La Blanche. Ce fut le jour de l'anniversaire de Sébastien que Karine, Francine et moi allions enfin avoir la chance de faire la connaissance de cette timide demoiselle. Pour ma part, je dois avouer que de toutes les filles que Sébastien avait connues, Mélanie était incontestablement non seulement la plus jolie, mais également celle qui semblait avoir le caractère qui s'adaptait le mieux à Sébastien. Fait particulier, lorsque sa timidité se trouvait soumise à rude épreuve, Mélanie avait légèrement tendance à bégayer, ce qui pour certains aurait pu être considéré comme un handicap, la rendait à mes yeux encore plus naturelle et sympathique. Lors de ce jour anniversaire pour Sébastien, nous l'invitâmes à se joindre à nous pour aller manger dans l'un de nos restaurants favoris, le Taillis, sur le boulevard Maisonneuve, à Hall. Malheureusement, ce fut la dernière fois que l'on put bavarder avec elle. Son père, militaire de carrière, se souciait très peu de l'affection qu'elle portait à Sébastien et avait pour elle beaucoup plus d'ambition. En effet, la situation professionnelle de Sébastien était encore indéfinie. Cet individu dépourvu de sentiments exigea de sa fille qu'elle rompe toute relation avec son Roméo. Le printemps était arrivé, et, fidèle à ma profession, l'envie de reprendre ma scie et mon sécateur me brûlait les mains. Chaque dimanche, lorsque nous arrivions chez Claire Légaré, autrement dit Jésus de Gatineau, pour assister à l'enseignement de ses prophéties, je remarquai que les 3 arbres qui se trouvaient dans son jardin avaient pris tellement d'envergure qu'ils en étaient devenus un danger pour leur toiture, ainsi que pour leur haie de thuya. J'avais donc offert, tout à fait bénévolement à Claire et Maurice, de réduire la taille de leurs arbres de moitié, et ils avaient accepté. Sans même savoir ce que Mère Nature réservait à tous les Québécois 9 mois plus tard, en rabaissant la hauteur de ces arbres à la hauteur de leur maison, et mieux encore, en dégageant toutes les branches qui surplombaient leur toiture, j'allais leur éviter beaucoup d'ennuis. Après avoir œuvré avec Marcella pendant plus de 10 ans, j'en avais vu des propriétés et des aménagements paysagers. Et lorsque je regardais ma devanture de maison, je n'en étais pas très fier. En effet, si mon arrangement floral ainsi que mes pierres de rocaille étaient plaisantes à regarder, la finition de mon massif restait incontestablement à terminer. Alors, ce printemps de 1997, je demandai à maman de me faire parvenir l'argent de mon compte en Suisse et entrepris un investissement de quelques centaines de dollars. Afin de mettre davantage mon massif en évidence, j'allais le remonter de plus de 20 centimètres. Ensuite, pour l'empêcher de s'affaisser sur mon chemin de jardin, j'allais acheter plus de 50 briques décoratives de couleur blanche. Comme mon jardin suivait l'angle de la maison, certaines de ces briques, elles aussi, étaient coupées en angle afin de faire un contour parfait. Grâce à toute la pratique que j'avais acquise avec Marcella dans le domaine du pavé uni, je connaissais parfaitement toutes les étapes à suivre pour faire reposer mes briques sur un lit de poussière de roches stables. De ce fait, par la suite, je savais que, même en déposant plusieurs centaines de kilos sur mon muret, rien ne pouvait l'enfoncer dans le sol, tellement sa base était solide. Ce travail achevé,
j'étais enfin satisfait de ma devanture de maison. Parmi les personnes qui assistaient à l'enseignement de Jésus de Gatineau, l'une d'entre elles se prénommait Ginette. Cette jeune femme, à la fois chaleureuse et enjouée, vivait au bord d'un petit lac à environ 1 heure de la ville. Cette aide-infirmière de profession travaillait à l'hôpital La Pietà, où se trouvait Suzanne, la sœur de Francine, qui souffrait d'épilepsie. Lorsqu'elle quittait son lieu de travail en fin de journée, ou même en pleine nuit, elle n'hésitait pas à prendre la route et couvrir cette longue distance, fatiguée ou pas. Jusqu'au village de Denôme, la chaussée était de qualité passable. Mais par la suite, en quittant la route municipale pour gagner le lac Rond, il lui fallait emprunter un chemin de terre en pleine forêt. De plus, arrivée au bord du lac, elle se voyait encore dans l'obligation de gravir une côte d'environ 50 mètres, avec une inclinaison de 15%. Sous l'effet de la pluie, le chemin s'était creusé. Seules les pierres les plus grosses jonchaient encore cette unique voie d'accès aux quelques habitations bordant le lac. Afin d'éviter de rester prisonniers de cette nature à l'état pur, tous les riverains possédaient des véhicules avec la traction 4 roues. J'avoue pour ma part avoir eu légèrement de difficulté à escalader cette côte avec notre Honda Accord. Dans les alentours du village de Denôme, la nature était intéressante à découvrir, puisque très variée. Au sortir du village, la chaussée, en ligne droite, s'étendait sur des kilomètres, bordée de champs et de propriétés de chaque côté. Ensuite, la route longeait un pied de la montagne, là encore sur des kilomètres, pour arriver finalement dans un endroit où l'eau était reine. Ruisseaux, mares, lacs, rivières se succédaient. En remontant une rivière, on traversa soudain un pont pour découvrir que ce cours d'eau était issu d'un lac. Après en avoir fait le contour, on s'aperçut qu'un ruisseau à gros débit en était à l'origine. Comme ce ruisseau s'éloignait de la chaussée à travers une intense forêt, on reprit la route en l'abandonnant à sa source. À peine 300 mètres plus loin, nous nous trouvâmes sur un tronçon de la route où l'eau avait envahi la plaine des 2 côtés. Sur notre droite, le plan d'eau semblait être d'origine puisque assez profond. S'agissait-il d'une mare ou d'un lac? Mais après avoir passé sous la route par un gros tuyau gigantesque, l'eau se répandait dans tout un vallon pour se frayer un chemin entre les arbres morts. À cet endroit, Ginette, qui nous accompagnait, nous fit un commentaire. Au cours de l'année, il n'est pas rare que des castors s'ingénient à faire un barrage au tuyau qui passe sous la route. Résultat, le niveau de l'eau monte et finit par entièrement recouvrir la chaussée, mettant un terme à la circulation automobile. Par chance, le chemin qui mène à ma maison commence juste avant cet endroit. Je ne suis donc jamais dérangé par les travaux de bricolage des castors. En résumé, je garde de cette journée un souvenir très enrichissant. Grâce à Ginette, j'avais découvert une région typique du Québec. J'étais loin de ma colline de Chamblon, et je sais aujourd'hui que si j'avais passé mon enfance en ces lieux, jamais je n'aurais eu à faire connaissance avec la justice et le service de l'enfance. Car pour un amoureux de la forêt et des ruisseaux, c'était le paradis. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, tu
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Réorientation professionnelle. Cette année semblait pareille aux autres. Pourtant, un changement total et radical allait modifier ma vie. L'été de 1996, l'aménagement paysager que nous avions réalisé avec Marcella à l'université avait suscité en moi une grande remise en question concernant mon travail dans le paysagement. Depuis 1986, l'année où j'avais commencé à travailler avec Marcella dans cette profession, j'ai toujours éprouvé beaucoup de plaisir. Mais 10 ans s'étaient passés et mon état de santé n'allait pas en s'améliorant. Comme Sébastien semblait satisfait d'avoir eu recours au service de travail Outaouais, Francine me conseillait également d'oublier le paysagement et de suivre moi aussi cette formation de réorientation professionnelle. Conscient de mon état de santé, j'acceptais de me prêter à cette expérience. Lors de notre première rencontre, la responsable de la formation nous présenta tout d'abord la totalité de son personnel en nous précisant leurs titres ainsi que leurs fonctions au sein de l'organisme. Bien entendu, parmi eux, Colette Harvey était présente. Par la suite, ce fut à notre tour de nous présenter et de mentionner le genre d'emploi ou de profession que nous exercions et pour quelles raisons nous désirions changer de domaine. L'une des participantes était infirmière de profession et ne supportait plus la pression psychologique et les responsabilités de son emploi. La seconde avait été propriétaire d'un restaurant, mais pour des raisons de santé, elle ne pouvait plus travailler dans ce milieu. Parmi les hommes, l'un d'entre nous avait conduit les autobus de la ville pendant plus de 30 ans. Puis son ouïe avait considérablement baissé
l'obligeant ainsi à renoncer à sa profession. Ce ne sont là que 3 exemples sur 8 participant à ce cours de réorientation professionnelle. Si ces personnes étaient présentes, les raisons en étaient simples. 1. Elles ne pouvaient plus continuer de travailler dans leur domaine. 2. Elles refusaient de se décourager en se laissant vivre aux dépens de la société, mais en étaient décidées à relever le défi que la vie leur lançait et par là même demeurer sur le marché du travail. Durant ce cours, nous allions nous concentrer sur 3 points bien précis. A. Prendre conscience de tout ce que nous savions faire. B. Savoir ce que nous pouvions encore faire. C. Savoir choisir un nouvel emploi tout en tenant compte des 2 premiers points. À partir de ces données et à l'aide d'un document contenant les noms et adresses de tous les commerçants de Hall et de Gatineau, nous devions commencer notre recherche d'emploi. Avec plus de 300 commerçants, le choix n'était pas facile. Afin de réduire mes choix, j'allais axer mes recherches dans le domaine où j'estimais être le plus compétent, la vente des végétaux. Que ce soit les vivaces, arbres et arbustes pour les aménagements paysagers, ou les plantes vertes, je me sentais vraiment à l'aise pour conseiller qui que ce soit dans ces domaines. Après 25 ans dans la profession, non seulement je connaissais le nom des plantes, mais par expérience, je savais aussi le sol qu'il leur fallait et quels allaient être leurs développements. En d'autres termes, je pouvais être à la fois un vendeur et un conseiller compétent en la matière. En 1997, 2 grands magasins allaient ouvrir leurs portes à Gatineau. Le magasin Maxi, magasin général d'alimentation et de tout article nécessaire à l'entretien ménager, avec aussi un rayon horticole. Le second de ces magasins faisait lui aussi partie d'une grande chaîne dans tout le Québec. Les magasins Rona étaient eux spécialisés dans la vente de matériaux de construction et location d'outils. Plus encore que les autres magasins à grande surface, Rona était doté d'une serre ainsi que d'une pépinière pour maximiser les ventes de leurs végétaux. Francine, étant elle aussi à la recherche d'un emploi, décidait de m'accompagner le jour où mes candidatures étaient à présenter pour le magasin Maxi. Par contre, elle jugea que les magasins Rona, vu sa spécialisation dans le domaine de la construction, ne pourraient lui convenir. Elle ne fit donc aucune démarche à l'endroit de ce commerce. En ce qui me concernait, j'étais confiant. Avec les années d'expérience que j'avais acquises en la matière, je n'allais avoir aucune difficulté à obtenir un emploi. Mais comme très souvent dans la vie, entre la logique et la réalité, il y a tout un monde, ma candidature ne fut retenue ni par Maxi, ni par Rona. J'étais à la fois furieux et stupéfait. J'avais peine à croire que ce soit possible. Pour ne pas avoir à donner un salaire décent à un professionnel, la direction avait préféré engager des jeunes adolescents avec à peine 2 ou 3 années d'expérience. Cela confirmait l'insouciance et le manque d'éthique professionnelle qui régnaient un peu partout au Québec. Le but capital et primordial était de vendre. Quant aux conseils pratiques, le client ira se renseigner dans les centres horticoles. Lorsque j'étais à l'emploi d'Arrosage-Outaouais, j'avais travaillé avec un employé qui venait de terminer son école d'horticulture et qui possédait un diplôme de technicien en horticulture. Mais après 1 semaine de travail, je m'étais aperçu qu'il ne savait même pas transplanter des arbustes. Après avoir constaté, et cela jour après jour, le peu de surface vitale que les paysagistes professionnels laissaient aux arbres pour se développer, les plantant à 2 mètres à peine des parois murales. Après avoir dû recommencer avec Marcella toutes les plantations des massifs de la ville d'Elmer, parce qu'ils semblaient désolés après leur création faite par l'entreprise horticole la plus importante de la ville, après toutes ces preuves d'incompétence concernant
les soi-disant professionnels de la région, on ne me donnait même pas la chance de faire bénéficier aux clients de mes 20 ans d'expérience en la matière. Quant à Francine, elle n'eut hélas pas plus d'opportunités que moi et ne fut pas appelée. Nous étions au printemps, et je savais que si l'on désire un emploi en horticulture, c'était le moment ou jamais de faire les démarches nécessaires. Alors je me rendis dans tous les centres horticoles de Gatineau, Hall, Elmer. Et finalement, ce fut à Masson, au jardin de la Pointe, que je fus engagé. Ce centre de jardin était presque aussi gros que celui d'André Fleur à Hassan. Si je m'étais engagé dans cet établissement, c'était tout comme je l'avais fait pour les magasins, avec l'idée de travailler en tant que vendeur et conseiller à la clientèle. Malheureusement pour moi, dans les serres et le magasin, le personnel était déjà complet. Par contre, le patron avait besoin d'un paysagiste pour la création de massifs, ainsi que l'entretien de propriétés en Outaouais. En quelque sorte, je changeais le mal de place. J'avais quitté Marcella pour un emploi moins dommageable pour mes têtes fémorales, et je remettais ça avec une autre entreprise. À dire vrai, je n'avais vraiment pas le choix. Je devais travailler pour subvenir à nos besoins. Le patron était très sympathique et plutôt calme de nature. En revanche, le chef d'équipe avec qui je travaillais était vraiment un cas à part. Aimait-il son travail plus que sa santé? J'aurais hélas tendance à répondre oui. Preuve en est, lorsqu'il arrivait le temps de la pause ou l'heure du midi, il ne s'arrêtait même pas pour manger. Son problème était assez grave que le patron engagea son épouse pour travailler avec nous afin qu'elle veille à ce qu'il pense à manger. Mais très souvent, lorsqu'arrivait l'heure du midi, il prétextait devoir aller chercher des végétaux à l'établissement pendant que sa femme et moi prenions notre repas du midi. Et de retour sur les lieux, comme le temps de la pause était terminé, il continuait à travailler. J'aimais cet emploi, car il me permettait en quelque sorte de revivre mes travaux à la ville d'Yverdon. Mis à part l'entretien des propriétés, la taille d'arbustes, la tonte de gazon et le désherbage, j'avais l'occasion également de faire de la création de massifs floraux. Ce fut le cas à l'hôpital de Buckingham, dans un centre pour personnes âgées et pour la ville de Masson. Le simple plaisir d'avoir devant moi une terre vierge fraîchement retournée et d'avoir à mes côtés des caisses de bégonias aux couleurs différentes, je me sentais comme un artiste prêt à commencer une œuvre. C'est vrai, j'avais oublié ce beau côté du métier, créer un massif.